Alors Fanny, présentez-vous. Pambois, il y a inventaire, expliquez-nous tout ça. Alors c'est parti, défi moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, hein. Ok, c'est parti. Donc enquête de Pambois, une architecture bretonne réinterrogée. Alors j'ai commencé par brièvement vous parler de ce que c'est que l'inventaire. L'inventaire du patrimoine culturel, c'est un service qui a été créé au niveau national en 1964, qui a pour mission de recenser, d'étudier et de faire connaître. Donc on a un service vraiment de connaissance, on n'a pas de dimension réglementaire comme peuvent l'être les monuments historiques par exemple. Et depuis que l'inventaire a été décentralisé en 2004, la région Bretagne promeut des démarches de co-construction. Donc on est vraiment dans le faire avec les Bretons et pas seulement pour les Bretons. Donc c'est un petit peu, c'est pour ça que mes fraisiers, c'est vraiment l'idée de, on s'appuie sur les dynamiques territoriales, on vient accompagner les projets, on vient former, on vient suivre, et puis ça va créer un endroit où on va faire ce réseau autour du Pambois qui à son tour va pouvoir aller s'aimer un petit peu plus loin. Enfin, c'est vraiment le... Moi on m'a dit que ça fonctionnait, hein. Que vous arriviez à vraiment fédérer un écosystème autour du Pambois. Alors, c'était une des ambitions d'enquête, vraiment. C'était de pouvoir effectivement chercher à fédérer autour de cette thématique et fédérer vraiment différentes personnes, que ce soit des professionnels du patrimoine, que ce soit des architectes, des artisans, des propriétaires privés, particuliers, pour vraiment essayer de mettre en synergie et puis pouvoir partager et puis vraiment aller sur la sensibilisation, l'accompagnement, la valorisation. Et parce que vraiment l'idée c'est que toutes les connaissances qu'on accumule au cours de l'enquête, elles servent vraiment, si je puis dire, c'est-à-dire que ce soit appuyé à des enjeux locaux, qu'on puisse apporter de l'expertise et des réponses, que ce soit sur de la planification urbaine, des stratégies de valorisation, etc. Et à terme, l'ambition de l'enquête d'inventaire, c'est aussi de venir apporter une synthèse régionale sur c'est quoi le Pambois en Bretagne. Alors, le Pambois, c'est vraiment un patrimoine qui est emblématique en Bretagne. On a recensé un peu plus d'une centaine de bourgs, de cœurs de bourg ou de cœurs de ville qui en comportent encore aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'au-delà de l'image carte postale, comme on a avec cette belle image de Quimper, on a souvent un patrimoine qui est fragile et qui est complexe, et qui est assez inégalement étudié en fonction des endroits et qui est tout à fait concerné par toutes les opérations de revitalisation des centres-bourgs, des OPA, rues, etc. Et ça engendre des problématiques de connaissance, on ne les connaît pas toujours dans les cœurs de bourg, de sensibilisation, c'est un patrimoine qui n'est pas non plus toujours connu ou bien connu, de restauration, de fait derrière ce sont généralement des opérations assez lourdes, et de valorisation. Alors je reviens assez brièvement sur la technique du Pambois. Donc ça permet de réaliser des constructions porteuses grâce à l'assemblage des éléments en bois sur le plan horizontal, donc les planchers et plafonds, sur le plan vertical les façades et puis la charpente. Souvent ce sont des bâtiments mixtes, comme on peut le voir encore sur l'image de Quimper. On a à la fois de la maçonnerie et du Pambois. Et cette ossature principale, elle est renforcée par des éléments en triangulation, des éléments qu'on appelle des éléments de contreventement. Et les vides entre tout ça sont remplis par du courdi, qui en Bretagne est quasi exclusivement du torchis. Il n'y a pas que ça, mais très majoritairement là-dessus. Et donc tous ces assemblages-là se font sans coup ni vis, ni colle, ni scotch. On est vraiment sur des assemblages qui paraissent simples, mais avec une dextérité dans l'art de la charpenterie qui est vraiment poussée au XVe et XVIe siècle. Et c'est donc une technique de construction qui va permettre de faire différentes formes architecturales. Donc, je vous montre un exemple ici à la gare de Bretagne, ce sont des porches, donc tout l'arrière de la maison est en maçonnerie, il y a juste le porche au-dessus de l'espace public qui est en pan de bois. Donc à Quimper, vous avez un exemple de maison avec des encorbellements, donc chaque étage est en surplomb par rapport à celui d'en dessous. Et puis l'exemple de Rennes, qui est une façade droite et qui, je vous assure, est une façade en pan de bois. Le décor justement sur ces maisons-là, ça se porte par sculpture sur tous les éléments en bois, donc généralement les éléments horizontaux ou alors les poteaux verticaux qui encadrent les baies, etc. Puis vous avez aussi des jeux sur les couleurs, sur la disposition des éléments de contreventement, par exemple à la guerche, ça forme des petits losanges, voilà, vous avez vraiment une esthétique du pan de bois qui passe par là. Il y a aussi des pans de bois qui sont recouverts, donc Rennes c'est typiquement un exemple de maison en pan de bois, où l'enduit il est là pour imiter une maison maçonnée.
Ces bâtiments, ils ont souvent une histoire complexe parce qu'en fait, ils sont multiséculaires, donc ils ont évolué au fur et à mesure des usages et des manières d'habiter. Et très régulièrement, on a des modifications au niveau des fenêtres. Donc souvent, avant, pour caricaturer, on avait des bandeaux de petites fenêtres. Après, on passe à des fenêtres centrales beaucoup plus grandes et les autres sont comblées. On a des rehaussements, surtout dans les villes qui ont des fortes densités où il y a une pression des rajouts d'étages. Beaucoup de reprises en sous-œuvre des rez-de-chaussée commerciaux aussi. Alors, puisqu'on était quand même sur une journée dédiée au bâti durable, le pan de bois, c'est un bâti durable. D'une part, parce qu'il est vraiment créé à partir de matériaux locaux avec ce qu'on peut mettre dans le terme local. Mais donc on est sur du bois, sur de la pierre, sur la terre, sur de la paille. Et ils sont durables parce que, tant qu'ils sont bien entretenus, ils sont vraiment durables dans le temps. Mais ce bâti en pan de bois, il est aussi durable parce qu'il est réparable et parce qu'il est réutilisable. On peut assez facilement, ça dépend de l'endroit de la pièce, mais on peut assez facilement remplacer des parties abîmées. Vous avez ici l'exemple au milieu sur un chantier à Vannes. Donc une greffe de bois sur un bois qui était abîmé, qui a été donc gratté, épuré, et puis on a fait une greffe de bois pour le renforcer. Ou bien il y a carrément des pièces en remploi, donc c'est l'image qui est juste à côté, où ce bâtiment qui a été remonté au XVIIIe siècle, il a réemployé un morceau de bois qui était carrément ailleurs à l'autre endroit, donc là on a vraiment cette durabilité des matériaux. Et puis ce que j'ai ici appelé la plasticité des façades, c'est vraiment le fait que cette architecture soit assez facile à modifier, et normalement tout se passe bien tant qu'on ne modifie pas son équilibre principal, ça fait qu'elle a réussi à être réutilisée longtemps, quoi. Là, l'exemple de Redon, on voit ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que vous voyez à chaque étage, il y avait un élément de petites fenêtres qui aujourd'hui sont comblées, avec au milieu l'ouverture d'une grande fenêtre qui a fait abaisser le niveau de l'appui, pareil à l'étage. Et là, on a une maison qui a particulièrement aussi, c'est souvent le cas, mais qui a beaucoup été repris en sous-œuvre au rez-de-chaussée, et il y a sûrement des poteaux, des éléments de triangulation importants qui n'ont pas été respectés, donc elle penche un petit peu. Alors il y a quand même des freins, donc c'est une architecture qui est très très solide, mais qui, si elle n'est pas entretenue ou si elle est soumise à des conditions peu favorables, comme une humidité constante, on parlait ce matin de la feuille d'élu, donc les enduits ciment imperméables, ou une mauvaise gestion des eaux de pluie, ça goûte derrière la gouttière, etc. On arrive à ce genre de choses, donc à des dégradations qui sont parfois irréversibles et qui rendent souvent les restaurations coûteuses. Quand on enlève tout ça, le pan de bois derrière il est souvent pas très joli. Et un autre problème avec un autre frein quand on aborde ce patrimoine-là, c'est sa réutilisation, c'est-à-dire qu'en fonction de la morphologie du bâtiment, de comment il est distribué à l'intérieur, etc., ça va être pas toujours facile de faire coïncider un rez-de-chaussée commercial avec des logements en fonction de la distribution. Et puis aussi problématique de type accès pompier, surtout quand vous avez plusieurs bâtiments sur une parcelle en profondeur. Comment accéder à ça? Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui on remet dans ces bâtiments-là? Et je vais tenir mon pari. Parce que c'est ma dernière diapo. La région vous accompagne. Depuis 2019, on a lancé un appel à projet qui s'appelle Révéler et réinvestir l'architecture urbaine en pan de bois, qui a légèrement été modifié cette année. Mais donc vous avez jusqu'au 31 mai pour postuler, sachant que cette année on l'a ouvert aussi aux propriétaires privés, donc collectivités et propriétaires privés. L'objectif dans cet appel à projet, on vient soutenir et accompagner trois choses, des diagnostics sanitaires en vue de restauration qualitative. Donc là c'est vraiment, c'est surtout à destination de propriétaires privés, mais voilà, vous avez un bâtiment aujourd'hui dégradé, on va venir vous aider à faire le point là-dessus pour pouvoir préparer la restauration. On aide aussi pour tout ce qui est acquisition de nouvelles connaissances, par exemple de la datation chronologique. On essaie d'aider à venir développer ce référentiel chronologique-là pour la Bretagne. Et puis, ce qui n'est plus dans l'appel à projet 2021, mais ce qu'il était précédemment, on vient aider aussi à faire un inventaire
Et là, en l'occurrence, ça a été un inventaire participatif dans la ville d'Auray. Donc là, on était plutôt sur de la connaissance, reprendre ce qui avait pu être fait en 78, et puis venir impliquer les habitants et venir compléter ce recensement-là et pouvoir derrière aller vers de la... Bon, plutôt côté connaissance, sensibilisation, valorisation. Et tout l'ensemble de nos données et de nos actions sont disponibles en ligne sur patrimoine.bretagne pour les LH. Si vous voulez voir plus précisément l'appel à projet, allez directement sur Bretagne.dsh, le site de la région, rubrique nos aides. Et sinon, toutes les données de l'inventaire sont sur patrimoine.bretagne.dsh. Et il y a notamment toutes les données, les synthèses, les dossiers qu'on écrit, mais aussi une banque de photos je ne sais plus si c'est 200 ou 300 000 photos, y compris les photographes pros de nos équipes qui sont accessibles, que vous pouvez consulter, réutiliser. Donc n'hésitez pas à faire un tour là-dessus. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Paris gagné. Paris gagné. Qui a entendu parler de l'appel à projet? Bon, alors maintenant vous êtes plus nombreux. Et qui a postulé, qui a répondu à cet appel à projet? Ah, c'est en cours, il y a eu un comme ça. Waouh, Fanny est contente. Un dossier de plus, un dossier de plus. Est-ce qu'il y a des... Oui. Est-ce qu'on peut solliciter justement, je pense à notre Paris rue, il y a des propriétaires qui sont en projet. On peut utilement les mettre en contact avec vous, quoi. Complètement. Ouais. Oui. Okay. Elle est là pour ça, Fanny. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non? Alors on va rentrer là. Vous avez commencé à nous parler bâti Pont-Bois. On a commencé à rentrer dans la technique, mais là on a un expert du Pont-Bois. On va changer de présentation, ça va se faire. Christophe Domas, vous êtes expert au Pont-Bois. Vous aviez une entreprise, il me semble, de réhabilitation dans le Pont-Bois. J'ai été charpentier et j'ai eu une entreprise spécialisée dans la restauration. Et puis vous faites du diagnostic. Et maintenant, je faisais du diagnostic et de l'expertise. C'est que ça s'arrête. C'est l'heure de la retraite, c'est ça? Mais on est très heureux de vous accueillir et merci d'avoir accepté d'intervenir au pied levé parce que c'est vraiment le cas. Allez-y, parlez-nous du Pont-Bois. Donc pour diagnostiquer à l'avance des pans de bois, il y a un certain nombre de méthodes et de réunions de compétences qui sont possibles. Toute la journée, on a entendu parler des ABF, des relations avec les ABF. Et dans ce genre de domaine, c'est effectivement l'occasion de rentrer en contact avec les autorités réglementaires avant la prise de décision définitive concernant l'exploration du pan de bois, de faire des diagnostics préalables. Donc, ça, évidemment, c'est basé, pour faire un diagnostic, c'est basé sur une culture. Il faut avoir des connaissances historiques avant de faire les constats pratiques et de mettre en œuvre l'exécution, l'installation des ouvriers et des intelligences sur la façade. Pour ce qui est des connaissances historiques, elles vont permettre, par la connaissance des catégories de techniques suivant les périodes, d'aller le plus rapidement possible au point intéressant, puisque chaque période a et aussi chaque région a une spécificité concernant l'exécution des contre-rentements ou le type de section qu'on va rencontrer dans le bâti. Par exemple, là, sur ce pan de bois de fin du XVIIe, les contre-rentements se font exclusivement par des assemblages avec des moteurs en feu, sans aucune ferrure, uniquement par des tournées mortaises. Il y a aussi des choses très anciennes, mais qui ont fait déjà l'objet de rénovation, de modifications, parfois, comme ça a déjà été expliqué, de démontage et remontage sur site. Là, de chercher les détails de l'histoire du bâtiment va permettre de trouver les modifications qui ont été apportées. En premier, pour ce qui est d'avoir des constats structurels, on va chercher les points d'appui
de la structure. Dans les pans de bois traditionnels, vous avez soit une sablière généralisée, mais souvent cette sablière est appuyée sur des poutres en encorbellement, ou alors des poteaux-mètres, comme la Harenne. Et donc tous ces points particuliers d'écrasement doivent être vérifiés à l'unité. Ensuite, en dehors une fois qu'on a vu les appuis de la paroi, il faut chercher son contreventement. Le contreventement, il est fait donc par des liaisons, soit avec des planchers, soit avec des murs de refend, soit avec les murs de cage d'escalier. Donc il y a évidemment dans les pans de bois apparents l'enquête et les facilités. On voit les extrémités là, Harenne de poutres intérieures qui débordent. Mais sur un certain nombre d'autres, il faut d'abord rentrer à l'intérieur pour chercher, y compris parfois par des sondages à travers les plafonds, chercher quel est le système appliqué. Parce qu'il n'y a pas, même là par exemple sur cet exemple, les solives que vous voyez perpendiculaires à la diagonale, elles sont dans l'encorbellement, elles dépassent. Et ce n'est pas elles qui font le contreventement, c'est la poutre en diagonale intérieure. Ensuite, il y a, suivant les époques et suivant le parcellaire, vous avez des cages d'escalier. Ces cages d'escalier représentent un endroit vide pour ce qui est du contreventement, sauf que, comme en général il y a des murs, il y a des éléments de fixation qui ont été apportés, et parfois ce sont les seuls. Tout dépend de l'époque de construction et de la dimension du plan intérieur. Donc les ancres, ce sont évidemment les éléments les plus connus et les plus faciles à vérifier. Là, par exemple, il s'agit d'une ancre qui, en fait, est en applique sur la sablière, mais qui n'est pas liée à l'ossature bois intérieure. Elle est appliquée contre le mur pignon, elle se retourne anciennement dans le mur pignon. Ensuite, il y a le diagnostic de l'état de conservation. Ça, de façon classique, c'est par examen visuel et par perforation. Et c'est l'occasion de chercher les points importants, comme par exemple, là sur la photo en bas à droite, en fait, on a une concentration de charge qui est liée à une reprise en sous-œuvre qui a été faite au XIXe siècle, et avec une création de cheminées, comme il y en a eu un certain nombre de faites au XIXe siècle dans des immeubles urbains, où l'arrivée du poêle industriel, enfin du poêle fabriqué de façon industrielle, a amené un certain nombre d'interventions pour créer des endroits, des conduits de fumée intérieures, qui ont été rapportés à travers des bâtiments qui dataient du XVIIIe. Et donc, il y a eu des interventions sous œuvre déjà à cette époque-là. Là, je parle de diagnostic préalable. Donc, il y a un certain nombre de gens en France qui ont l'habitude de faire des diagnostics, qui ne sont pas forcément des charpentiers. Il y a des charpentiers, il y a des cordistes, mais globalement, c'est un travail d'équipe. Il faut que le charpentier et le cordiste soient en lien avec le maître d'œuvre ou le bureau d'études, pour qu'ils établissent ensemble les prérequis pour ce diagnostic. Parce que là, il s'agit d'un bâtiment classé ou apparent, donc la question est simple, mais dans d'autres configurations où les pans de bois enduits, là, on va aussi pouvoir utiliser des méthodes dont aucune ne vous permet d'avoir directement la santé du bois. Actuellement, il n'y a pas de machine non destructrice qui serait capable de vous donner directement sur écran l'état de conservation des pans de bois à travers les parents.
Mais ce genre d'image infrarouge, quand ça marche, quand les bonnes conditions pour le faire, permet effectivement d'aller droit au but. Et aussi de dimensionner à l'avance pour un coût très faible, parce qu'une intervention infrarouge comme ça, c'est quelques centaines d'euros pour prendre une photo la nuit d'une façade. Ça va permettre de dimensionner le sondage préalable et le prix de toute l'intelligence qu'il va y avoir pour avoir le diagnostic complet. À travers des parements plâtrés ou cimentés, on peut tout à fait obtenir des résultats précis, avec une marge d'erreur dont on va parler, uniquement par des petites perforations. Évidemment, ça ne peut pas être fait au pif. C'est forcément fait par quelqu'un qui a reçu une formation qui soit lui-même restaure des structures bois anciennes, soit qui a reçu une formation. Le résultat peut être ça. Entre l'utilisation d'infrarouge et d'autres outils et des perforations faites par quelqu'un qui a été formé à sentir, à chercher et à sentir la santé du bois et son emplacement, il est possible, avant échafaudage, avant décision de budget, d'avoir le plan complet de la structure avec une marge d'erreur, on va dire, de 10%. Pour un prix qui est variable suivant les conditions d'accès, mais qui est entre 5 et 10% de celui du Ravalement. Dans des cas plus compliqués, comme là, il s'agit d'un pan de bois qui avait été entièrement cimenté en 1960, y compris vous voyez, des palettes de verre pour la fermeture des fenêtres de la cage d'escalier, avec une épaisseur considérable de ciment. Donc là, il y a une méthode qui est un peu plus chère, mais qui, à la fin, peut amener des grandes économies pour un résultat précis. C'est le radar géophysique, qui va permettre, alors là, qui est interprété par le radariste, mais ceux qui vont déplacer l'antenne du radar ne sont pas forcément des spécialistes. Ça, là, à travers des enduits ciment, on va pouvoir avoir à la fois l'emplacement et la qualité du bois, puisque la différence de densité du bois, soit qu'il est pourri, soit qu'il a été remplacé par des rebouchages, en général, on va le lire. Alors là, c'est un exemple intéressant, en sens que ce pan de bois n'a jamais été réparé. Il était pourri à 90%. Il y avait 10 cm de ciment, entre 5 et 10 cm de ciment, donc il a été abandonné. C'est-à-dire que, alors c'était sur cours, c'était plus facile, il y a eu une ossature bois qui a été rapportée devant, avec une nouvelle fondation sur le sol de la cour, et qui, contre-vente, qui a apporté une ossature bois, évidemment, une isolation thermique par l'extérieur, et qui a apporté la bonne solution, en sens où il n'y a pas eu de dégâts sur les intérieurs qui étaient appliqués, et puis le prix de démolition, de soutien des planchers et le prix de démolition de cette paroi aurait explosé toutes les possibilités de l'immeuble. Donc pour un prix qui est de dire inférieur à 10% en général des marchés de rénovation de la façade, on peut avoir des décisions qui parfois sont radicales, effectivement. Cette façade n'a pas été réparée. Elle est restée comme, en fait, du coup, maintenant, elle participe au calcul, puisqu'elle fait partie, elle apporte une inertie thermique à cause de côté intérieur, ce qui est excellent sur la rentabilité de l'opération d'isolation thermique par l'extérieur. Que quelques minutes, et plutôt 2. D'accord. Je passe rapidement sur les points particuliers. Vous avez des endroits habités, vous avez des endroits qui ne sont pas isolés, vous avez des endroits qui sont exposés éventuellement à des risques incendie au public. Il y a des éléments classés qu'on peut adapter. Par exemple, là, c'est une cage d'escalier classée de la fin du 16e,
où il y avait une demande pour l'adapter pour le handicapé. Le diagnostic devait servir à aider à ça. Donc je vais uniquement maintenant sur les moyens, ça fait plus que 2 minutes. Donc concernant les règles de l'art qui sont à appliquer, le diagnostic va permettre de définir à l'avance les points difficiles, comme par exemple, bon là c'est sur un pan de bois par an, mais concernant le bois caché c'est pareil, tous les points qui correspondent aux angles extérieurs, qui sont soit des points fragiles au niveau du contreventement des assemblages, soit des points de stagnation de l'eau. À l'occasion des diagnostics, ça permet de repérer les interventions passées dommageables, l'acier, le béton, l'enduisement, les mortiers de résine, enfin, tous ces matériaux qui provoquent rapidement des dégradations. Donc pour terminer, comme moyen, enfin, il y a l'Eurocode, c'est-à-dire que vous avez un charpentier ou un cordiste qui rapporte la radiographie, on va dire, le squelette, le schéma du squelette et son état, il le rapporte au bureau d'études qui va pouvoir faire un calcul détaillé grâce aux Eurocodes. Et là, par exemple, il s'agissait d'un bâtiment sur lequel il a été créé une terrasse en béton, un plancher en béton complet, puis pas mince, mais en fait, et il y avait des fissurations sur la façade. Mais entre le diagnostic, qui a montré qu'il y a des endroits pourris à réparer, mais sinon la structure a été validée. À part un poteau, la structure pouvait tout à fait prendre les 30 cm de béton qui étaient au 4e étage. Pareil pour des cages d'escalier qui sont importantes pour les contreventements des façades. Vous avez des possibilités de diagnostic non destructifs, voilà, non destructifs, faiblement destructifs, en tout cas, sans sortir les gens et sans avoir commencé le chantier, sans avoir eu besoin de demander autorisation aux autorités, mais on va apporter un résultat qui a permis de discuter avec eux. Et bon, alors, encore plus rapidement, c'est un exemple de bâtiment qui est mixte. Vous avez 2 étages en pierre plutôt molle et pas bien épaisse, surmontés de 2 étages du comble en pan de bois. C'était pas beau, il lance le ravalement sans avoir enquêté, et c'est pourri, c'est classé. Mais c'était encore moins beau, hein. C'était encore moins beau. Avec, une fois le relevé fait, la panique des propriétaires qui veulent assigner l'architecte et le syndic, évacuer l'immeuble, vraiment, ils avaient très très peur. Bon, on s'est un peu dépêché avec le bureau d'études pour donner les résultats, et en fait, une fois qu'on a fait la modélisation à partir du diagnostic, la solution, ça suffisait pour retenir l'immeuble. Une fois, après avoir réparé les éléments pourris, bien sûr. En fait, le danger d'effondrement, qui était réel, a été rattrapé par 4 tirants intégrés au plancher des 2 premiers niveaux. Et ça suffisait pour arrêter le déplacement. Si vous voulez, le mur de... Donc rappelons que là, vous voyez sur la coupe à droite, le mur du premier étage, il faisait 30 cm d'épaisseur et il avançait de 40 cm. Donc, vous avez raison de s'inquiéter. Voilà. Donc, c'est la conjonction disons, de mains intelligentes avec qui cherche à partir d'un prérequis, savoir à quoi va servir l'immeuble, de calculs souvent, pas toujours, mais souvent de calculs, qui permettent d'avoir un résultat complet et de prendre aucune décision sur le ravalement. Et parfois, il y a même pas besoin de ravalement, autant reconstruire. Mais là, c'est une solution qui est de l'ordre de 5 à 10% du marché de la rénovation. Merci. Merci beaucoup, merci. Est-ce que vous avez des questions?
j'en ai une quand même. On a vu certaines pathologies ou problématiques pour ces bâtiments. Mais il me semblait qu'il y avait aussi la question des pans de bois qui étaient apparents et qui à l'origine étaient couverts. Et qu'il y avait dans certaines villes, il y avait eu des pathologies parce qu'ils n'étaient pas faits pour être découverts. Je fabule quand je dis ça ou c'était une réalité ou pas? Non, souvent les pandores sont plus pourris. Oui, quand ils sont couverts. Pourris quand ils sont couverts, puisque là il y a une rétention des ruissellements dans les endroits difficiles, ou alors, comme il y a très peu de pans de bois qui nous sont arrivés intacts, il y a eu des reprises, où il y a eu des peintures étanches, où il y a eu, pareil par exemple à Rennes, là on a vu arriver des catastrophes en très peu de mois, avec des doublages intérieurs sans pare-vapeur, ou avec des pare-vapeurs pas terminés. Et des pans de bois qui étaient là depuis 4 siècles, d'un seul coup les champignons se sont mis à sortir à travers les plaintes. Parce qu'il y avait condensation entre le polystyrène et la paroi. Parce qu'on avait changé les conditions de vie. Merci. Fabien. Sur ce point, il faut peut-être aussi rappeler que tout au long de l'histoire, il y a eu des effets de mode. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où on a mis des essantages pour protéger l'ardoise, voilà, à certaines périodes, et puis on a pu les enlever. Enfin, bon. Et avec un état de la connaissance qui, à la mienne de connaissance, est encore assez... là, c'est pour, c'est pour vous aussi, mais qui est assez lacunaire, je crois. Enfin, voilà. Lacunaire sur quel sur le domaine de couvert, pas couvert, à quelle période, redécouvert, c'est toujours... Il n'y a pas de généralité en la matière, quoi. Voilà. C'est difficile à savoir, c'est surtout un sujet pour la BF. Mais sinon, pour le charpentier et pour l'architecte, c'est avant tout d'avoir quelque chose de solide. Alors justement, Fabien Sénéchal, donc architecte des bâtiments de France, vous êtes aussi président de l'ANABF, mais on y reviendra tout à l'heure. Par rapport à cette question du pan bois, quels sont vos constats, vos préconisations quand vous entendez un expert pan bois et puis famille qui nous expose voilà ce qu'on fait nous à l'inventaire, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire et quel message vous souhaitez nous faire passer? Oui, la première chose, c'est que, et ça a été dit, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses à tout ce qui a déjà été dit, mais simplement appuyer sur un ou deux points. Et ça, c'est important. Ça vaut pour ce qui vaut pour les ponts de bois, vaut pour le patrimoine d'une manière générale, mais néanmoins, quand on travaille sur le patrimoine, on fait ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, c'est d'autant plus vrai sur les pans de bois, parce qu'on est sur des matières qui sont très techniques, pour le coup, et où le savoir-faire du charpentier et puis de la lecture du bâtiment est d'autant plus important. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important et sur lequel, c'est un point sur lequel je pense que c'est important de vraiment souligner, c'est quand on parle de patrimoine, on ne peut pas faire autrement que de faire ensemble. C'est-à-dire c'est l'État, le bâtiment de France c'est l'État, mais c'est les artisans, les historiens, les architectes, les maîtres d'œuvre, et c'est tout le monde. Et l'administration, il y a l'administration générale, parce que vous l'avez rappelé, il y a des autorisations, pas que celles de l'ABF. Quand on est en centre ancien, c'est toute l'écologie de ceux qui font le bâti, en commençant par les pompiers, par les Rennes, et de toutes les problématiques qu'on peut avoir, qui sont très très complexes à gérer. Donc ça ne peut se faire que tous ensemble. C'était le premier point. Le deuxième point, qui pour moi est important, c'est que tout ce travail dont vous avez parlé, l'un et l'autre d'ailleurs, à la fois documentaire et technique, ça donne du sens. Et moi, ce que je remarque de mon expérience, c'est que bien souvent, on arrive beaucoup mieux à faire des choses et aller plus loin tous ensemble, y compris avec les propriétaires qui des fois sont un peu résistants au départ. L'immeuble que vous avez présenté, j'imagine que c'est un petit peu compliqué vous l'avez dit, pour les propriétaires. Et finalement, on s'aperçoit que quand on réussit à donner du sens, souvent, on réussit à avoir l'adhésion des propriétaires et on réussit à aller de cette manière-là beaucoup plus loin. J'ai plein d'exemples comme ça que je pourrais citer où on commence avec un avis défavorable de l'ABF, et puis ensuite on commence à gratter, à découvrir, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait le travail du diagnostic que vous avez dit, on s'aperçoit que le plan de bois est pourri,
Et puis finalement, de fil en aiguille, on arrive à la phase qu'on aurait dû faire avant, mais on décode, on construit, on lit le bâtiment, et puis là, tout d'un coup, on arrive à emmener le propriétaire et à l'amener beaucoup plus loin et à réussir à faire ce travail de restauration sur le bâti. Et pour le coup, à arriver à construire, non seulement à sauvegarder le patrimoine, c'est mon métier, mais aussi à construire un bâti de qualité en centre-ville, en réussissant à vraiment se poser les bonnes questions tous ensemble, encore une fois. Voilà. Dernier point sur les pans de bois, puisque je pense que l'essentiel a été dit, mais je vais juste témoigner, donc je l'ai un petit peu dit ce matin déjà, mais je pense que c'est quelque chose d'important et surtout qui résonne avec la thématique de la journée, c'est que moi dans la pratique, je me rends compte que généralement, vous savez, avec des bâtiments de France, là, vous l'avez dit, on n'arrive malheureusement pas toujours suffisamment en amont, il arrive parfois qu'on arrive en aval, c'est-à-dire au moment du permis de construire. Voilà. Et que donc, on est amené à aller se rendre sur place, à visiter des bâtiments. Et malheureusement, dans notre pratique, on se rend compte que le corpus, l'état de ce patrimoine est très dégradé aujourd'hui. Et que, vous l'avez dit, en quelques dizaines d'années, en quelques années, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'en 40 ans, on a, passez-moi l'expression, mais on a flingué une grande partie du patrimoine en de bois sur nos communes. C'est le constat qu'on a fait. Je travaillais, il y a quelques années, je travaillais à Morlaix, et on a mis en place un secteur sauvegardé pour ces raisons-là, pour réussir à aller plus loin. Mais de manière très très claire, on s'aperçoit que la manière avec laquelle, c'est là où je veux en venir, la manière avec laquelle on intervient sur le bâti, à la fois à l'extérieur, on parlait des embellissements tout à l'heure, à l'extérieur, on parlait des embellissements, à l'intérieur, on parlait de la bonne mise en œuvre de dispositions techniques ou du bon usage des matériaux. Ces éléments-là, les interventions qu'on a faites sur ce bâti, sur tout le bâti en général, mais le pan de bois est particulièrement fragile de ce point de vue-là, il s'est dégradé très très vite. Et nous, ce que l'on constate, moi ce que je constate, c'est que toutes les interventions qu'on a faites pour de bonnes raisons, il y a 40 ans, enfin les années 70, 80, 90, et encore malheureusement parfois maintenant, c'est-à-dire pour améliorer l'habitat, pour y créer des logements décents. On parlait de qualité de logement tout à l'heure dans la conférence précédente. Là, finalement, ont des conséquences aujourd'hui désastreuses sur le patrimoine et nous obligent à réinvestir exactement les mêmes sommes, voire pire, que celles qu'on avait mises en place il y a 40 ans, simplement pour sauvegarder et pour reprendre. Et donc nous, en tant que, parce qu'on est collectivement, je pense, dans la salle, concernés par la réhabilitation, la restauration, la réutilisation du bâti ancien. Et donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête et que collectivement, toujours se poser la question de l'impact des interventions qu'on fait aujourd'hui, même les meilleures, même celles qui nous semblent aujourd'hui les plus vertueuses, sur demain. Et pour cela, sans moi, il faut qu'architecte des bâtiments de France, mais je pense que, effectivement, l'expérience, l'expérience des artisans et des gens qui ont l'habitude de manipuler la matière ancienne, on va dire comme ça, est absolument déterminante et il est absolument nécessaire de s'appuyer sur eux pour éviter de reproduire des erreurs. Oui, la connaissance est primordiale dans tous les domaines, mais celui-là particulièrement. Alors, je vais vous poser une question parce que souvent, quand on voit arriver l'ABF, on dit « Oh là là, non, il va encore me bloquer. » Vous savez, c'est pas... Vous ne voyez pas de quoi je parle. Mais si, je vous assure, c'est une réalité. Et moi, je voulais savoir, vous, comment vous vivez les choses, parce que vous avez une mission qui est de protéger le patrimoine. Vous êtes quand même parfois un peu l'empêcheur de faire des projets comme le maître d'ouvrage ou l'architecte a envie de les faire. Et vous, quand vous êtes dans cette situation-là, qu'est-ce qui se joue pour vous dans votre mission? Expliquez-nous. Court, hein? Attention. Je vais simplement rappeler une chose, parce qu'on a beaucoup entendu parler des architectes des bâtiments de France aujourd'hui, effectivement. Je vais simplement rappeler que l'architecte des bâtiments de France, c'est juste un fonctionnaire de l'État qui fait partie d'un écosystème qui est celui du ministère de la Culture, qui a en charge la protection, la préservation et la mise en valeur du patrimoine, et que l'avis ou l'accord d'un architecte des bâtiments de France,
de l'État. C'est-à-dire qu'en France, le législateur, ou les législateurs, parce que je pourrais passer la soirée si vous voulez, mais on peut remonter assez loin sur l'histoire de la protection du patrimoine en France, en particulier au moment de la Révolution française évidemment, mais même avant. Et donc le législateur en France a considéré qu'il y avait un intérêt national à faire en sorte qu'il y ait un accord de l'État sur les travaux, sur un certain nombre de travaux liés au patrimoine. Voilà. C'est un acte très fort, ça a 2 siècles, hein, voilà. C'est un acte très fort, et donc l'architecte des bâtiments en France, c'est juste, on va dire, la personnalisation de cette chose. Voilà, d'accord ? Et c'est important parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. Je pourrais vous faire, plus exactement, je ne pourrais pas vous faire la revue des projets ou des démolitions qui ne se sont pas faites, puisque justement ils ne se sont pas faites. Et c'est effectivement une des difficultés de notre métier, mais c'est comme ça, on est payé pour ça, hein, qui est de dire, effectivement, tout ce qu'on évite sont des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, en tant qu'architecte et qu'urbaniste, je trouve que c'est malheureux, mais c'est qu'on voit assez bien la limitation des endroits qui sont des espaces protégés et des endroits qui ne sont pas des espaces protégés. Voilà, on est assez peu, je pense, à aller se balader le dimanche dans les zones d'activité. Voilà. On va faire autre chose. Arriver. Alors, on a un meuble à acheter, voilà. Bon, mais on devrait plutôt aller chiner. Bon, après, ça, c'est des convictions personnelles. Mais ensuite, sur le fond, c'est effectivement. Alors, quand même, si, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais simplement rappeler, puisqu'on parle des architectes des bâtiments de France, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous sommes 190 architectes des bâtiments de France en France. Nos services, puisqu'on n'est pas tout seul, heureusement, c'est 800 personnes. D'accord, 45 000 monuments historiques, 500 000 dossiers à vie par an. Voilà, hein, pour donner une petite idée, en 2010, on était à 300 000. On est passé à 500 000, mais on est toujours 800. Hein, on est 800. Ça va pas s'arranger, les moyens de l'État vont pas... J'ai peur que ça ne s'améliore pas. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu une idée. Et sachant que 500 000 avis donnés par an par nos services, c'est pas ça notre métier. Mon métier, c'est pas de donner des avis sur les projets, c'est de travailler avec les porteurs de projets, avec les élus, avec les artisans, avec les architectes, pour essayer de faire en sorte que les projets sortent. Parce que, faut pas oublier, moi je suis architecte, nous sommes tous architectes, et donc notre ADN, c'est le projet. Voilà. Donc nous, on a 2 créneaux. Le premier, c'est que on a un intérêt qui est de préserver et de mettre en valeur le patrimoine. Pour faire ça, je parle crûment, mais il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut qu'il y ait des activités. Donc pour qu'il y ait des activités, il faut qu'il y ait des projets qui se fassent. Voilà. Donc nous, notre intérêt bien compté, c'est que les projets se fassent. Tout en préservant le patrimoine. Tout en préservant le patrimoine. Voilà. Donc ça, c'est quand même une première chose. On n'est pas là pour empêcher les projets. On est là pour qu'ils se fassent, parce que s'ils ne se font pas, il n'y a plus d'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de restauration. S'il n'y a pas de restauration, je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas d'existence. Essayer de préserver mon écosystème. Le deuxième point est là. Et rapidement. Rapidement, non, c'est juste une question de méthode, je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, mais on n'est pas nombreux, c'est vrai. Mais si on veut faire un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait ensemble. Voilà. Donc quand on arrive en fin de parcours, évidemment, le verdict, c'est un verdict. Voilà. Donc, et puis en amont, oui, c'est ça. Ça se fait ensemble, mais dès le début. Mais dès le début. Dès l'idée. Mais dès le début. Mais dès l'idée. Ce qui est difficile, alors c'est pas toujours facile, parce qu'on n'est pas toujours accessible, parce qu'on n'est pas toujours disponible, parce qu'il y a beaucoup de projets, et on est trop peu nombreux. Il est là, kidnappez-le. Allez-y. Mais néanmoins, c'est quand même l'idée, c'est de co-construire des choses. Et moi, ce que je dis souvent aux élus, parce que c'est un cas assez typique, c'est on vient me voir en disant, est-ce qu'on peut démolir ce bâtiment? Non, on ne peut pas. Voilà. Par contre, parce que c'est un réflexe tout le temps. Mais par contre, si on vient me voir en amont du projet, qu'on discute ensemble, qu'on fait le projet ensemble, peut-être qu'au final, on va aboutir à l'idée et à la conclusion qu'il faut démolir l'immeuble, parce qu'effectivement, ça va permettre de créer une écologie ça va permettre de faire un projet et de sauver les autres. Voilà. C'est le fameux dialogue dont parlait Georges. On trouvera une autre solution. En fait,
c'est le fameux dialogue dont Georges parlait ce matin, c'est le dialogue avec le bâtiment, pour le bâtiment et avec l'ensemble des acteurs. Voilà, merci beaucoup. Dernière question et vraiment une réponse très rapide parce que moi on n'entend pas parler très souvent. Vous êtes président de l'ANABF, qu'est-ce que c'est que l'ANABF? Vous saviez qu'il y avait l'ANABF? Ah ben non, mais moi non plus. Alors, en 2 mots. Très rapide, j'aurais pu quand même. Déjà, j'aurais pu dire que j'étais très content, en tant que président de cette association, qu'on ait pu construire, vous aider à construire ensemble ce beau projet et cette belle journée, puisqu'on en est partenaires et j'en suis très fier. L'ANABF, c'est une association, alors qui est ouverte à tous, mais qui est surtout une association de fonctionnaires de l'État, comme il en existe un certain nombre. Et donc c'est l'association qui regroupe les architectes des bâtiments de France au sein du ministère de la Culture, et un peu plus largement, parce que c'est qui regroupe les architectes, parce que pour le coup c'est des architectes et urbanistes de l'État. Voilà, parce que les architectes des bâtiments de France, nous sommes des architectes qui ont passé un concours de la fonction publique. Et donc en fait nous sommes un corps, pardon de parler un peu, de jargonner un peu, mais c'est quand même important et intéressant, interministériel. Voilà, c'est-à-dire que l'État recrute des architectes, et ces architectes sont nommés essentiellement au ministère de la Culture et au ministère de la Transition écologique, hein, c'est les deux, voilà, mais également au ministère des Armées, enfin bon, un petit peu partout, on peut y en avoir dans tous les... Voilà, il y a des très beaux postes à l'étranger, à Rome par exemple. Mais vous êtes très bien là, c'est magnifique, le ministère. Je suis très très bien, d'ailleurs la preuve, j'y suis depuis très longtemps. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Fanny a dû nous quitter. Je vous avais promis une vidéo que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais vous pouvez la voir en ligne sur le site de Bâtilab. C'était la présentation d'un immeuble rennais assez incroyable du XVIIe siècle. Je vous engage à regarder cette vidéo qui est extrêmement intéressante, une magnifique réhabilitation. Moi, je vous remercie pour votre écoute.